Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Après cette actualité brûlante en Israël, place à l'actualité en France et aucune trêve sur le front des violences urbaines. Encore une fois, hier à Pessac, un policier a été blessé au couteau par une femme. Beaucoup de violences contre les forces de l'ordre ces derniers jours à plusieurs endroits, dans le Val d'Oise, Herblay, Garges-les-Gonesse notamment, dans les Yvelines aussi, Poissy, Saint-Quentin en Yvelines. Pour parler de ces tensions en cours et de la situation sécuritaire, eh bien, nous accueillons notre invité ce matin, le secrétaire général du syndicat Synergie Officier, Patrice Ribeiro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio J. Alors c'est un sujet qu'on évoque souvent sur cette antenne, les violences urbaines, les menaces contre les policiers. Hier, les syndicats de police dont vous faites partie étaient reçus par le Premier ministre Jean Castex à Matignon. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était aussi, je crois, présent. Et vous demandiez, il me semble, qu'il soit imposé jusqu'au plus haut sommet de l'État des mesures qui ne soient pas aménageables pour les délinquants qui s'en prennent, par exemple, à un fonctionnaire de police ou à un élu, par exemple. Est-ce que vous êtes satisfait ou du moins peut-être enthousiasmé de ce qu'on vous a dit hier soir ? Écoutez, il y a manifestement de l'intention politique, mais il y a aussi une forme d'impotence. Parce qu'on nous explique que ce que nous demandons, c'est-à-dire des peines planchées, des peines qui ne soient pas aménageables pour ceux qui s'en prennent aux policiers, aux pompiers, aux élus, on nous explique, M. Dupond-Moretti, que tout ça n'est pas possible parce qu'il y a la Constitution, la Cour européenne des droits de l'homme, enfin tout un tas de choses qui sont possibles dans d'autres pays, mais visiblement qui ne sont pas possibles en France. Donc oui, il y a de l'intention politique de la part du Premier ministre, mais en fait, ce n'est pas en nous expliquant qu'on va alourdir les peines encourues par les auteurs que ça se traduira dans les faits, puisque le problème, ce n'est pas les peines encourues, la loi aujourd'hui elle est suffisamment sévère. Le problème, ce sont les peines qui sont prononcées et surtout les peines qui sont exécutées, parce qu'il y a une très grande différence entre les peines prononcées et les peines qui sont exécutées. Je vous rappelle qu'en France, il y a 100 000 peines de prison qui ne sont pas exécutées. Et justement, récemment, la loi sécurité globale avait fait polémique, beaucoup de mesures étaient annoncées. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez clairement dans la loi ? Qu'est-ce que vous demandez ? Nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait des peines planchées pour les agresseurs de policiers, de pompiers, d'enseignants, d'élus. C'est-à-dire qu'on soit jugé rapidement et qu'il y ait une certitude de la sanction. C'est-à-dire qu'il y ait célérité de la justice et sévérité de la justice. C'est ça que nous demandons. Donc ça peut se traduire soit par des peines planchées, soit par des peines qui ne soient pas aménageables du tout, soit par une automaticité lors du jugement des mandats de dépôt. Donc c'est-à-dire que vous êtes jugé et vous partez en prison directement lorsque vous vous en prenez à l'intégrité d'un policier. C'est ça que nous demandons. Et pour l'instant, on a une fin de non-recevoir là-dessus. Hier soir, la réponse du Premier ministre ne vous a pas convaincu. Il nous a pas donné ce que vous demandiez. Non, alors il y a quand même des choses qui avancent, notamment l'Observatoire de la réponse pénale. C'est-à-dire que nos concitoyens, à partir du 1er juillet, si c'est bien mis en branle comme on nous l'a annoncé, seront quelles peines de prison ont été encourues, quelles peines de prison ont été prononcées et surtout quelles peines de prison ont été exécutées. Et là, on verra bien que c'est pas la police qui ne fait pas son travail dans ce processus d'ensauvagement que connaissent nos concitoyens aujourd'hui, vous l'avez dit, sur l'intégralité du territoire. On verra bien que lorsque la police emmène des gens devant les tribunaux, eh bien, pour la plupart, ils ressortent en bombant le torse et il leur arrive pas grand-chose. Alors Jean Castex présidera par ailleurs cet après-midi à Avignon une cérémonie en hommage aux policiers tués la semaine dernière. Éric Masson, assassiné par un dealer de drogue 15 jours après l'assassinat à Rambouillet de la policière Stéphanie Montfermé, au cri d'Allahu Akbar. Depuis, les menaces continuent et on a vu à Lyon ce tag notamment, balles dans le front pour Éric Masson, prochaine cible BST, soit la brigade spécialisée de terrain. Alors j'ai justement cette question qui me vient en tête, d'où viennent les menaces clairement ? Est-ce qu'il y a des policiers plus visés que d'autres ou pour vous cette haine est vraiment diffuse et concerne tous les policiers de tout corps de métier ? Il y a aujourd'hui une haine anti-flic d'ambiance, j'allais dire. Il y a le police bashing dans les médias, vous avez l'extrême gauche qui est spécialiste de ça, vous avez M. Mélenchon notamment qui est spécialiste de ça, vous avez certains artistes bobos aussi qui diffusent tout ça. Donc petit à petit ça s'inscrit aussi dans les esprits. Vous avez des manifestations où à chaque fois ça casse, vous avez l'extrême gauche qui s'en prend aux policiers et les manifestations elles vont reprendre très bientôt. Donc vous verrez que toute l'engeance extrême gauche, pro-palestinienne, tous ces gens qu'on connaît vont à nouveau s'en prendre aux policiers. Vous avez dans les banlieues tous les jours, vous avez des agressions notamment au mortier, puisque c'est devenu la règle, avec des dispositifs pyrotechniques qui blessent et qui brûlent des policiers. Et puis, vous avez encore une fois aussi cette menace djihadiste, cette menace islamiste qui pèse en permanence. Et lorsque vous voyez que le tueur de Rambouillet était aussi abonné à Jean-Luc Mélenchon sur ses comptes,
Il était abonné à Jean-Luc Mélenchon, mais il était aussi abonné à tout un tas d'engences comme le CCIF, comme tous ces gens qu'on connaît. Donc il y a une espèce d'ambiance globale qui désinhibe la violence. Mm. Voilà. Quel que soit le... Et ça, nous le ressentons tous les jours, parce que tous les jours, ça s'aggrave. Alors justement, vous pensez que c'est à cause de cette grogne populaire, hein, liée notamment aux histoires récentes de violences policières. On a vu notamment ce producteur qui a accusé des policiers de l'avoir tabassé. Vous pensez que c'est toute cette ambiance finalement qui a une part de responsabilité dans cette situation, de cette haine des policiers? Mais nous, enfin, je pense pas qu'il y ait une grogne populaire, en ce sens que les Français, c'est-à-dire les vrais, pas les bobos, pas ceux qui écument les plateaux ou qui tournent des films subventionnés. Les vrais Français, et notamment ceux qui sont les plus défavorisés, nos concitoyens, ils subissent l'insécurité. Ils aiment la police, ils veulent que la police vienne. C'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est une minorité de gens qui sont des nuisibles, qui mettent les quartiers en coupe réglée, qui sont des caïds. Il y a aujourd'hui 50% de la délinquance qui est produite par 5% des délinquants. C'est pas compliqué. Si on neutralise ces 5%-là, c'est-à-dire qu'on les met en prison, eh bien, ça fera un exemple pour tous les autres. Parce qu'automatiquement, quand on casse la gueule à un flic et qu'on ressort libre du tribunal, eh ben, automatiquement, ça ne désinhibe pas, enfin, ça n'inhibe pas la violence contre les policiers. Donc aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de clair. On est le seul pays où vous pouvez casser la tête d'un policier et ressortir libre du tribunal le lendemain et aller faire la fête avec ses copains. Alors justement, vous parliez tout à l'heure d'Internet, ça c'est intéressant. Les réseaux sociaux, pour vous, est-ce que c'est un catalyseur? Est-ce que le gouvernement doit endiguer davantage les menaces qu'on voit sur Internet et qui sont aussi utilisées par les jeunes comme Snapchat, comme Instagram, etc. Est-ce que ces réseaux sociaux ont aussi une part de responsabilité et le gouvernement doit faire quelque chose en ce sens? Alors les réseaux sociaux, c'est très difficile à réguler. Quand vous voyez les régulations, même automatiques, entre guillemets, de Twitter ou de Facebook, tout ça c'est compliqué. Snapchat, c'est pareil. Il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi, l'incitation au meurtre, tout ce qui est incitation au terrorisme, incitation à la haine, tout ça, ça tombe sous le coup de la loi. Mais c'est tellement diffus, c'est tellement énorme aujourd'hui que nous, ce que nous désirons, c'est qu'on soit plus sur des contre-mesures. C'est-à-dire qu'il y ait, lorsque vous avez des vidéos qui circulent, des vidéos qui sont truquées, tronquées, qui laisse apparaître des épisodes qui ne se sont pas passés comme ça, eh bien, il faut que le ministère, par exemple, rétablisse la vérité et soit assez réactif sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en toute honnêteté, on n'est pas très fort là-dessus. Et au Mureau, on l'a vu aussi, un major de police a été blessé après que le véhicule dans lequel il se trouvait a été visé par des jets de projectiles. Il a été touché au visage. Et selon le rapport rédigé donc par les policiers, leurs agresseurs étaient âgés d'une dizaine d'années. Ça, c'est aussi un phénomène qu'on voit de plus en plus. C'est assez déroutant. On a l'impression que les agresseurs sont de plus en plus jeunes. 10 ans quand même, c'est quand même assez impressionnant. Et on l'a vu aussi dans le phénomène des bandes rivales, des jeunes de 13-14 ans qui étaient tués. Est-ce que vous le voyez aussi que ces agresseurs sont de plus en plus jeunes? Oui, alors clairement, et ça commence très souvent à l'école, des agressions contre les profs, clairement on a des gens, oui, de plus en plus jeunes, parce que vous avez beaucoup de monoparentalité, vous avez beaucoup de gens qui sont issus de cultures où parfois les gosses on les laisse en bas, on s'en occupe pas, donc c'est les plus grands qui gardent les plus petits. Quand les plus grands sont eux-mêmes dealers, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quand vous donnez 150 € à un gamin plutôt qu'il aille à l'école pour faire le chouf dans une cité et vendre du stup, automatiquement, vous donnez pas le bon exemple. La réponse, elle n'est pas que policière, c'est une réponse aussi, avant tout, d'éducation, surtout dans ces âges-là. Mais c'est vrai que c'est un phénomène qui est inquiétant. Mais si on ne prend pas le problème à la racine à 10 ans, on se retrouve avec des gens qui sont des vrais sauvages à 20 ans. Et il y a aussi le problème du type d'armes utilisées. Aujourd'hui, on privilégie les armes blanches, c'est vrai, telles que les barres de fer, les marteaux, les battes de baseball. Il y a toujours cette mise en circulation, par ailleurs, d'armes à feu. D'ailleurs, on l'a vu à Bondy, qui a tué cet adolescent. Comment, selon vous, ces mineurs se procurent-ils ces armes et comment peut-on véritablement endiguer ce problème, Patrice Ribeiro? Alors, il y a une pénalisation de l'usage des armes, notamment des armes blanches, mais pas que. Vous avez ce phénomène à Londres depuis plusieurs années déjà, le stabbing, qui est quelque chose qui est très très diffusé là-bas. C'est quelque chose qui vient ici aussi, parce que c'est facile d'avoir un couteau, c'est facile d'avoir un marteau, une machette. Et puis en ce qui concerne les armes à feu, c'est pas très compliqué de se les procurer. Disons qu'avant il y avait des barrières, c'est-à-dire que l'utilisation d'une arme, vous saviez que ça vous coûtait plus cher